Bonjour et bienvenue dans votre émission Une histoire, un espoir, association humanitaire, culturelle, de dialogue qui œuvre pour un monde meilleur et plus juste. C'est aussi des personnes qui ont besoin d'être entendues, de raconter leur histoire, pour être soutenues psychologiquement, physiquement ou financièrement. La concrétisation d'un projet se fait ensemble, main dans la main. L'espoir est un mot puissant qui peut sauver des vies et soulager des cœurs et des âmes. C'est le rappel de l'importance d'aider son prochain, de favoriser l'inclusion et de mettre en avant la richesse de la diversité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir la famille d'Alassane Sangaré, décédée en prison. Elles veulent des réponses, des explications. Djenaba Sangaré, responsable communication, Kelly Vaz, mère au foyer, et Kadiatou Sangaré, auxiliaire de vie. Bonjour à toutes les trois. Bonjour d'être là dans l'émission Une histoire, un espoir pour raconter l'histoire de Alassane Sangaré. Donc avant de vous donner la parole, on va regarder en images une courte vidéo sur Alassane Sangaré. Alassane était un homme heureux, comblé, et du jour au lendemain tout a basculé à cause d'une dispute de voisinage. La vie l'a séparé de sa famille et il est mort en prison et a été enterré le 10 février 2023. Ce qui était joie est devenu tristesse et colère. Tant de questions et d'incompréhension. La famille d'Alassane vient aujourd'hui sur le plateau de RTV pour faire valoir ses droits et avoir des réponses. C'est très émouvant. Et Djenaba, justement, vous êtes responsable communication de l'association Alassane. Parlez-nous un peu justement de son histoire. Alors son histoire, Alassane, elle est complètement tragique puisque il a été incarcéré et mis en garde à vue pour un conflit de voisinage le 19 novembre. Il a été mis pour un conflit auquel il n'avait même pas participé, puisque c'était une altercation qui avait lieu entre ma belle-sœur Kelly et une voisine. Alassane n'avait pas participé à cette altercation, mais il a été appelé en garde à vue pour parler des faits avec Kelly. Et ils ont expliqué tous les deux les faits. Ils avaient expliqué qu'Alassane n'avait pas participé à cette altercation. Néanmoins, il a quand même été envoyé en détention provisoire pour un jugement qui devait avoir lieu le 9 janvier. Sauf que 5 jours après sa détention provisoire, on nous annonce qu'il est mort. D'accord. Voilà. Okay. Ils ont appelé le commissariat de proximité à contacter Kelly, sa femme, pour lui annoncer le décès. Donc nous sommes tous arrivés déjà complètement déboussolés, parce que déjà l'histoire en elle-même, elle est complètement tragique. Comment, pourquoi, qu'est-ce qu'il faisait en prison pour un conflit de voisinage? C'est ce que j'allais dire. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait? En plus, il y a eu les deux versions. Et malgré ça, on l'envoie en prison. C'est ça. On l'a envoyé parce que en fait, le problème, c'est que la voisine, une deuxième voisine avec qui ils étaient aussi en conflit, elle bénéficiait d'un soutien du commissariat de proximité. Donc c'est une histoire déjà qui perdurait depuis 1 an. Parce que la voisine en question allait mettre des bains courantes et des plaintes contre le couple, mais des choses vraiment non fondées. À chaque fois, il répondait. Sauf qu'en retour, quand Alassane et ma belle-sœur allaient eux aussi essayer de porter plainte dans ce même commissariat, là, on leur donnait un refus. Ils ne voulaient pas prendre leur plainte. C'est pas normal. Voilà, c'est pas normal, c'est pas légal, parce que chacun a le droit de porter plainte. Bien sûr. Et du coup, Alassane et Kelly ont dû contacter le procureur de la République pour raconter les faits et leur dire que leur plainte ne voulait pas être prise en compte. Ils ont quand même tenté des médiations auprès du bailleur et de la mairie de Crône, la commune où ils habitent, mais aucun retour. Ils n'ont eu aucun retour. Donc tout le monde les a laissés, tout le monde a laissé envenimer les choses jusqu'à ce dramatique drame qu'on vit aujourd'hui. Madame Kadiatou, j'imagine le fait d'avoir entendu ça, cet appel de dire en 5 jours, Alassane est décédé, c'est impensable, on se dit c'est pas possible. Ouais, ce jour-là, c'était
Je suis partie avec lui ce jour-là aussi. C'est normal. C'est normal. Vous pouvez reprendre, Djenaba, si vous voulez. Bah, pour nous, c'est notre vie qui est brisée. C'est vraiment notre vie qui est brisée. Hein. Alassane, c'était le pilier de notre famille. Ouais, c'est difficile, surtout que après on parlera justement de comment est son comportement envers sa maman, sa famille, et puis vous, Kelly, justement comment il était avec vous, Alassane, et les enfants, parce que vous avez 3 enfants. Hein. Oui, c'est ça, on a 3 enfants ensemble. Ouais, donc il était normal, comme une personne normale, donc un homme qui se levait le matin, qui allait au travail, qui rentrait. Bon, il rentrait tôt, donc il pouvait aller chercher ses enfants à l'école de temps en temps, les emmener à acheter le pain. Un bon papa. Voilà, quoi, tout à fait normal. Après, voilà, quand il fallait faire l'éducation, il faisait l'éducation. C'était pas, c'était quelqu'un de normal, comme tout le monde, en fait. Et de sans problème, surtout, c'est parce qu'il parlait à tout le monde. C'est-à-dire que même moi, quand je marchais dans la rue avec lui, je le laissais et je partais. Il parlait à tout le monde. Il était très ouvert. C'est ça. C'est-à-dire que même les voisins, ils ne comprennent pas, en fait, même au jour d'aujourd'hui. Ouais. Sa mort, ils ne comprennent pas. Oui, même eux, parce que le cas du suicide, pour eux, c'est impossible. Surtout qu'ils ne le connaissaient pas comme nous. Oui, bien sûr. Mais même eux, ils disent que c'est impossible. Comment il était tous les jours quand on le voyait, c'est strictement impossible. En plus, il était responsable, hein, équipe réseau chez Bouygues Énergie et service depuis plus de 10 ans. Donc avec ses collègues et tout, tous ses collègues ont été aussi choqués. C'est ça, parce qu'il y avait une bonne ambiance au travail déjà. Ouais. Donc il n'y avait rien à dire. Il faisait souvent des soirées entre collègues. Ils étaient au téléphone. C'était pas une boîte où je te vois en travail et après c'est fini. Il y avait toujours un petit lien. Ils ont été très bouleversés de l'annonce. Il y en a beaucoup où ils ont du mal encore quand ils m'appellent. Non, c'est pas vrai. Ils sont toujours là, justement, à soutenir la famille? Oui, il y en a beaucoup qui sont là. Ouais. Pas tous, mais... Et la direction de son travail, ils étaient présents aussi? Oui, franchement, tous étaient là. Depuis qu'ils l'ont appris, toutes les semaines, ils appelaient, voir s'il y avait de l'avancement, etc. Ouais. Et... Non, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Alors, vous avez décidé ensuite de créer l'association Alassane pour faire valoir ses droits, pour connaître la vérité. Oui. C'est ça, hein? C'est ça, exactement, parce que dès l'annonce de son décès, déjà on l'a su un jour et demi après. Nous, on l'a su le 25 novembre, alors qu'il était déjà décédé le 24 au matin, le 24 novembre matin. D'accord. Donc ils vous l'ont dit que le lendemain? Que le lendemain, à 15 h, on a su son décès. Donc déjà, on tombe des nues. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on l'a su tardivement? Et là, on nous dit d'attendre tout le week-end et de rappeler un numéro qui correspond à la gendarmerie de Fleury-Mérogis pour avoir d'autres informations. Et là, on s'est dit que non, c'était pas possible. Donc, on s'est mobilisé le jour même devant la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis pour tenter d'avoir des informations et identifier son corps parce qu'on n'y croyait pas. Vraiment, on n'y croyait pas parce que c'est pas possible de décéder 5 jours après juste pour un conflit de voisinage. Donc, nous, on était, on va dire un peu dans le déni, mais on n'y croyait pas. Tant qu'on ne l'avait pas vu, voilà, c'est un choc. Tant qu'on ne l'avait pas vu formellement, on n'y croyait pas. Donc en même temps, c'était un peu notre espoir de se dire qu'il s'était trompé et que c'était faux. Personne. Voilà. Alors avec l'association, vous avez fait des manifestations, hein? C'est ça. Avec l'association, on a créé l'association Alassane déjà pour lui rendre hommage, parce que c'était quelqu'un de bon. Et aujourd'hui, on ne veut pas que sa mémoire soit salie parce qu'on essaie de nous faire croire. Il ne s'est pas suicidé, il n'avait pas de tendance suicidaire et on peut l'affirmer à 100% aujourd'hui aussi, parce qu'on a vu son corps 6 jours après et il ne portait aucune trace de lié à une pendaison. Donc déjà, on n'y croit pas. Et puis, comme Kelly l'a dit, comme elle l'a décrit, c'était Alassane, c'était pas ça. C'était pas lui, c'était pas quelqu'un qui aurait laissé sa famille, sa femme, ses enfants, sa mère, nous. Impossible, il était aimé, il aimait les gens, la vie, il aimait la vie. Donc il se serait jamais ôté la vie pour un conflit de voisinage en plus. On va regarder justement une manifestation, une vidéo d'une manifestation. On regarde ensemble. Je remercie tout le monde, tous ceux qui sont venus. Merci à tous depuis les premiers jours jusqu'à là.
je ne sais pas quoi dire pour vous. Merci à tous pour la gentillesse que vous nous avez fait, de remonter le moral et tout. Sans vous, on ne savait pas ce qu'on allait faire, où on allait être. Merci beaucoup à tout le monde. Aujourd'hui, on est là pour se battre pour lui, mais pas que pour lui. Il a des enfants, tout le monde a des enfants. Si on laisse les choses comme ça veut dire quoi? Que dans le passé, on peut perdre nos enfants de la même façon? Non, pas du tout. Donc aujourd'hui, on est là pour se battre pour lui, pour sa mémoire. On ne peut pas se dire qu'il s'est suicidé. C'est-à-dire que moi, je ne connaissais pas mon mari depuis 10 ans, que j'ai jamais vécu avec lui alors, que sa famille ne le connaissait pas et qu'il nous a abandonnés. Et ça, c'est inconcevable, parce que c'est pas lui. Et on le sait très bien. En tout cas, merci beaucoup. Et j'espère que vous nous suivrez jusqu'au bout, parce qu'on a besoin de vous surtout. On est là, nous, mais on a besoin de beaucoup de monde. Parce que si on est tout seul, on n'avancera pas. Donc merci beaucoup en tout cas d'être venu. Moi, Alassane, c'était comme mon grand frère. Je pense que derrière les larmes de tout le monde aujourd'hui, on comprend que c'est difficile. Et voilà, on sait très bien que sa mort, on espère qu'elle va changer les choses. Parce que voilà, il y a beaucoup de zones d'ombre, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Et on va réclamer justice jusqu'au bout. Et merci à tous d'être là et le combat va continuer jusqu'à ce qu'on ait justice. Nous avons une éducation, nous sommes ensemble, nous sommes solidaires et que nous allons faire valoir ces droits. Donc vraiment encore merci. Ouais. Heureusement, il y a tout ce soutien, hein, toutes ces personnes qui étaient là. Comment vous avez fait justement pour pouvoir avoir toutes ces personnes, tout ce soutien-là? Comment vous avez fait pour mobiliser justement les personnes? On n'a même pas eu le faire. Tous ces gens-là, ils sont là pour Alassane. C'est lui, c'est sa gentillesse, sa bonté, ce côté sociable qu'il avait. Et c'était lui qui était le plus sociable d'entre nous. Hein. Il connaissait tout le monde et tout le monde le connaissait. Donc les gens, ils sont juste venus témoigner l'amour qu'ils avaient pour lui. Voilà, c'est tout. Et en fait, dès l'annonce de son décès, tout le monde était choqué. Tout le monde s'est dit, mais déjà, qu'est-ce qu'il faisait en prison? C'était pas son profil. C'est la question qu'on se pose. Voilà, qu'est-ce qu'il y faisait? On va pas dire qu'il y a je vais pas dire qu'il y a une erreur de casting, mais oui, c'est un père qui est un salarié depuis 13 ans. Donc déjà, il y a un problème. Comment ils n'ont pas étudié son dossier en se disant que déjà, c'est quelqu'un qui est inséré et qu'en plus, il a fait des déclarations pour témoigner qu'il n'avait pas participé à ces faits-là. Sa femme aussi l'a confirmé. Donc, ils ont préféré rester sur le témoignage d'une personne qui a menti plutôt que de croire deux autres personnes qui étaient en face. Et est-ce que le commissariat qui a enquêté sur l'affaire a fait une enquête auprès des voisinages pour tenter de témoigner? On pense que non, parce qu'après son décès, 2 voisins ont témoigné pour dire qu'ils avaient vu l'altercation et qu'Alassane, ils ont confirmé qu'Alassane n'avait pas participé à cette altercation. Et malgré ça, il a quand même été en prison. C'est ça. Donc il y a un gros souci. Il y a un gros souci de départ sur ce qui s'est passé et pourquoi il a été en détention provisoire. Et après, le deuxième souci, c'est qu'est-ce qui s'est passé au bout de 5 jours pour qu'on nous dise qu'il est mort. Donc il y a vraiment un gros problème du début jusqu'à son décès sur son dossier. Aujourd'hui, vous voulez des réponses. Aujourd'hui, vous êtes là sur le plateau de RTV dans l'émission Une histoire, un espoir. Votre espoir, justement, aujourd'hui, c'est d'avoir des réponses. Qu'on réouvre le dossier d'Alassane pour réellement comprendre. Avoir aussi le rapport d'autopsie, parce que vous ne l'avez pas eu, je crois. Oui, là, en plus, c'est même pas rouvrir le dossier, c'est ouvrir même un dossier. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons rien. Nous avons pris un avocat qui a tenté, dès son décès, on est rentré en contact avec un avocat qui a tenté d'avoir le rapport d'autopsie. Le parquet a refusé de le remettre. Et de remettre également le dossier de l'enquête, puisque l'enquête est terminée auprès de la gendarmerie de Fleury-Mérogis. Donc là, aujourd'hui, notre avocat n'a rien pour qu'on puisse commencer à lui aussi travailler. Bien sûr. Nous avons des éléments. Nous avons réussi à recueillir des éléments qui sont entre les mains de notre avocat et de la justice. Donc, on a porté plainte le 20 janvier contre X pour violence volontaire aggravée ayant entraîné la mort sans intention de la donner, pour tenter d'avoir un juge d'instruction qui soit nommé. Mais nous sommes toujours en attente, donc voilà. Depuis, aucune réponse? Aucune réponse, on attend toujours. D'accord. Et l'avocat, donc, il n'a pas réussi à avoir justement le rapport d'autopsie? Non, nous avons dû nous mobiliser pour tenter de savoir, et nous avons su que le rapport d'autopsie avait été donné au parquet depuis début janvier. D'accord. Alors que le parquet communiquait auprès de notre avocat en disant qu'il ne l'avait pas pour l'instant, et que dès qu'il l'avait, il le donnerait à notre avocat.
C'est grâce à notre mobilisation devant l'Institut médico-légal que nous avons su qu'il était là. Ils étaient embêtés, ils ont contacté notre avocat en lui disant « Ah, on va vous l'envoyer ». 2 jours après, il le rappelle en disant « Non, on ne vous l'envoie pas ». Donc, qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que tout ça cache? Et quels sont leurs arguments pour ne pas envoyer ce dossier? Ben parce que c'est quand même un droit. Voilà, c'est un droit. Et justement, il n'y a aucun argument qui accompagne ce refus. Et c'est là aussi qui rend tout suspicieux, qui rend tout suspect. Parce que nous, notre volonté, déjà, on est endeuillés. Notre volonté, c'est pas encore plus de se battre. On pensait que la justice française, elle allait faire les choses correctement. C'est ce qu'on pense, hein. Nous, avant ce cas-là, on est citoyens français, on se dit, bah, la justice, elle va faire son travail. Bah, justement, non. Si on ne se mobilise pas, si on n'essaie pas de médiatiser les choses, bah, là, on a compris qu'en fait, rien n'allait se passer. Parce que malheureusement, nous ne sommes pas les seules familles à subir ce que nous subissons aujourd'hui. Et bah, voilà, on essaie de se démarquer, on essaie de bouger, de créer des choses, l'association, de se mobiliser à chaque fois. Vous avez même mis en ligne une pétition. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut la trouver, cette pétition? Alors, elle est disponible sur notre page Instagram pour Alassane Sangaré. Il y a un lien, elle est en bio. Bah, nous, on lance un appel à tous les gens qui verront l'émission. Allez signer la pétition. C'est aussi un moyen de faire bouger les choses. C'est aussi un moyen de nous soutenir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent aujourd'hui, parce qu'ils ont entendu l'histoire d'Alassane à travers les réseaux, des radios, etc. On les remercie parce que c'est grâce aussi à eux qu'on arrive aujourd'hui à tenir, parce que c'est pas évident, on est vraiment brisé, mais on essaie de garder la tête haute pour lui, parce que c'était un homme fort, battant, qui nous aimait. Et c'est la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est lui rendre hommage aujourd'hui pour se battre, pour établir son nom. C'est ça. Et surtout pour avoir la vérité, savoir. Parce que ce qui fait le plus mal, certes, c'est la perte d'un être cher, mais c'est aussi le fait de ne pas savoir la vérité. Oui, et ça, on s'imagine tellement de scénarios qu'on a besoin de savoir. Ben, c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes là. Kelly, vous êtes maman de 3 enfants. Oui. Il y a un petit garçon, un de vos petits garçons qui a voulu témoigner. Oui. Donc on va regarder ensemble le témoignage. Bonjour, je m'appelle Tidjane Sangaré. Je suis le fils de Alassane Sangaré. Alors, ce que j'aimais bien avec mon père, c'est que des fois on sortait acheter des brochettes au foyer. Il aimait bien faire des barbecues, il aimait bien inviter les gens, on mettait la musique, on s'amusait avec mes sœurs. Partout où on y allait, dans les magasins, il nous disait d'acheter des bonbons, des jouets. Aussi, il aimait bien sortir avec nous. Il aimait bien aller en vacances avec nous. Il m'emmenait au travail avec lui, mais le soir. Il aimait bien qu'on aille voir mes cousines, mes cousins, ma mamie. Aussi, il aimait bien qu'on soit heureux. Aussi qu'on aille à la piscine. Quoi d'autre? Que je travaille bien à l'école. J'ai une petite sœur aussi. Et voilà, c'est bon. Au revoir. C'est trop mignon. C'est Tidjane, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, le témoignage, il a quel âge? 8 ans. 8 ans. Ouais. Comment ont réagi justement vos enfants? Parce que c'est dur. Et jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vous disent? Bah, le plus grand, c'est vrai qu'il a que 8 ans, mais il est très mature. Et il y a des choses qu'il ne comprend pas. En fait, il a besoin d'être éclairé à chaque fois. Ouais. Déjà sur le fait que son père, pourquoi il est en prison. Parce que quand je lui ai annoncé que son père était en prison, il n'a pas compris, parce que mes enfants étaient témoins de la scène. Donc il a très bien vu que son père n'avait pas participé, donc il n'avait pas compris pourquoi il était en prison. Déjà, ça a commencé de là. Et du coup, pour le décès, je ne savais pas comment lui dire, je ne savais pas comment faire. J'avais peur pour lui surtout. Oui. Mais en fait, il l'a assez... en fait, quand il est rentré de l'école et qu'il a vu tout le monde, il s'est dit, il y a un problème. Oui, il a su. Ouais, il a deviné. Normalement, quand il y a tout le monde, comme ça, il y a toute la famille, des deux côtés, c'est que c'est la fête, c'est l'anniversaire. Il a dit, là, c'est bizarre. Donc, il était un peu en retrait. Et en fait, il l'a appris assez brusquement parce que, du coup, le soir même où on est venu sonner à la maison pour nous annoncer le décès d'Alassane,
Le soir même, il y a une équipe aussi de la police nationale qui est venue à mon domicile quand même, parce que comme j'avais quand même un peu, on va dire, voilà, le relâchement des nerfs, etc. Donc la voisine a porté plainte encore. La même voisine? Non, c'est la première avec qui vraiment ça a commencé, quoi. D'accord. Donc elle a porté plainte. Et donc ils sont revenus le soir et je me suis un peu... Elle a porté plainte lorsque vous avez appris la mort de votre mari et que vous avez pleuré et que vous avez lâché et elle a encore porté plainte contre vous? Oui, bien sûr. Oui. D'accord, ok. Et du coup, quand eux, ils sont venus, donc déjà j'étais énervée parce que déjà mon mari était en prison et qu'il est décédé là-bas. Donc j'ai dit déjà que mon mari était chez vous et vous osez venir chez moi. En fait, je sais que c'est vous qui avez fait quelque chose. Et en fait, dans l'énervement, en fait, j'ai pas fait attention qu'il y avait mon fils juste à côté. C'est-à-dire, en fait, il l'a appris soudain et il m'a regardé. Mais après, en fait, il a voulu tout savoir. Il fallait que je lui explique tout, de A à Z, c'est-à-dire dans les détails. Parce qu'au début, c'est vrai qu'on sortait beaucoup. On allait à la prison de Fleury, on avait les rendez-vous et tout. C'est-à-dire, j'étais amenée à les laisser souvent. À chaque fois que je rentrais, c'est « Alors, c'était quoi? Ils t'ont dit quoi? Alors, c'est quoi ?» Donc voilà, donc je lui ai jamais parlé de toute façon de la thèse du suicide parce que c'est quelque chose que oui, bien sûr. C'est de toute façon tant que c'est pas sûr ou quoi que ce soit, je parlerai pas de ça à mes enfants parce que déjà dans ma tête c'est du grand n'importe quoi. Moi-même je l'accepte pas donc je le dirai pas à mon fils et puis lui-même serait dans la compréhension de le comportement de son père et pourquoi il partirait du jour au lendemain comme ça alors que il était plein de vie et il avait ses projets. Donc et les filles elles sont petites, elles ont 4 ans et 3 ans. Donc ça a été beaucoup plus simple. Où je leur ai dit, donc papa il s'est endormi, il va plus se réveiller. Mais papa il vous voit d'en haut, il faut rester sage, vous pouvez lui parler, etc. En fin de compte, elles ont très bien compris. Je pensais pas qu'elles allaient réaliser, mais elles ont très bien compris. Et depuis que du coup on a pu faire l'enterrement et que je puisse les emmener sur la tombe de leur père, etc., ça leur fait beaucoup de bien. Bien sûr. Et ça participe au processus du deuil. Et même s'ils sont petits et qu'ils n'ont pas la même... C'est pas pareil qu'un adulte ou un enfant, à partir de 7 ans, il commence à prendre conscience. Mais là, 3 ans, 4 ans, en fait, c'est après. Il va falloir toujours expliquer. Parce qu'après, c'est là où ils vont vous poser des questions, ils vont se poser les questions et ils vont passer par plein d'émotions. Donc c'est pour ça que c'est important. Et puis qu'ils aient vu la tombe, c'est aussi important pour faire le processus de deuil. Oui, parce que depuis novembre à quand même à février, ça fait presque 4 mois. Donc ça veut dire que... Ils se disaient, mais en fait, mon papa, il est plus là, mais on n'a rien vu. C'est ça, voilà ce qui est des paroles. Donc, en fait, là où j'ai emmené la première fois les filles, c'est là qu'elles se sont dit, ah oui, effectivement, il est vraiment plus là. Mais ils savent qu'il est à côté de la maison, qu'on peut aller le voir quand ils veulent. Ça, c'est pas un problème. Et ils sont là, dessin. Et quand ils y vont, et papa, j'ai fait ça aujourd'hui. Vraiment, ils racontent quoi? Tout. Ouais, c'est vraiment... Quand vous êtes parti voir Alassane en prison, qu'est-ce qu'il disait, Alassane? Non, je n'ai pas vu. On n'a pas eu le temps. Ah non, on n'a pas eu le temps. Ah oui, d'accord. Parce qu'il est rentré le samedi, donc 19. Le lundi, d'ailleurs, la prison m'appelle pour me dire qu'ils avaient eu Alassane en entretien, donc la SPIP de la prison. D'accord. Donc le soir même, avec sa maman, avec Adjatou, on va du coup à la prison déposer les affaires qu'il a demandées, parce que monsieur a demandé des affaires chaudes, et et ça. Donc on lui dépose le soir, mais on est arrivé, je crois, 5 minutes en retard avant. Donc le lendemain matin, donc Adjatou a pris les affaires, parce que moi je déposais les enfants, donc elle est partie les déposer elle-même à la prison. C'était quand? Le lundi qui suivait. Lundi 20. D'accord. Donc le mardi 21. Adjatou dépose des affaires à la prison. D'accord. Dès qu'on a eu ses numéros d'écrou aussi le lundi, je crois que sa petite sœur Fatou avait fait directement un virement bancaire pour qu'il ne se retrouve pas sans rien. Donc on a tous, moi même avec les enfants, on avait écrit un courrier. Le jeudi, tu es parti faire la demande de parloir, le jeudi matin. D'accord. Et en fait, il était déjà décédé. Et ils ont laissé ma mère faire une demande de parloir. Alors, d'accord. Si je comprends bien, il était déjà décédé et on vous a laissé faire la demande de parloir pour le voir. On vous a pas dit? Non. Et moi, le vendredi matin, j'avais rendez-vous avec son avocat, donc je vais au tribunal faire ma demande de parloir aussi. Et on me dit rien encore. Et on vous dit rien? Non. C'est pour ça que ça m'a surpris. Et quand
Vous leur avez posé la question de pourquoi vous avez laissé ma mère faire une demande de parloir alors que vous saviez pertinemment que son fils était mort. On leur a demandé, mais ils restent évasifs. Oh, mais on n'avait pas vos coordonnées, c'est pour ça que vous l'avez su un jour et demi après. Puis là, quand on leur dit, mais c'est étrange, la SPIP a appelé sa femme pour demander des affaires chaudes, donc vous aviez ces coordonnées. Ah, ben vous savez, la coordination entre les services, c'est que du mensonge, c'est que du mensonge. Et donc, du coup, quand on les met face à leur incohérence et leurs mensonges, ils se cachent derrière une enquête. D'accord. Et c'est là où, voilà, et c'est là où on se dit, mais en fait, il n'y a que des zones d'ombre et qu'on peut affirmer à 100% qu'il n'y a pas eu un suicide, mais il y a eu autre chose qu'ils essaient de nous cacher. Parce que même quand on a été reçu par la direction de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, on est venu avec un avocat. Et en fait, le directeur adjoint nous a annoncé qu'il ne se sentait pas à l'aise de nous dire ce qu'il avait prévu de nous dire parce qu'il y avait un avocat. Donc là, on a compris qu'en fait, ils avaient, on pense en tout cas, établi un petit scénario à nous dire pour essayer de faire passer le suicide, mais qu'en face d'un avocat, les faits vont rester. Donc là, du coup, ils nous ont rien dit. Finalement, c'était aussi bien pour nous parce que ça a confirmé les doutes que nous avions et on a pu récupérer juste ces affaires et on est parti. Donc, depuis le début, en fait, il n'y a que des zones d'ombre et le fait qu'on lâche pas, au final, on les embête plus qu'autre chose parce qu'ils avaient vraiment mis en place un scénario, c'était un suicide. Ils nous avaient dit, ça. Ils se sont dit, la famille, bon, elle va pas chercher à comprendre, elle va pas créer une association, une pétition, tout le bruit. Mais parce qu'ils ont tellement l'habitude de le faire, on n'est pas les premiers à qui le font, malheureusement. On a beaucoup de témoignages de familles à qui c'est arrivé et ils nous ont dit, c'est exactement la même chose, les mêmes choses qu'ils leur ont dites aux familles. Sauf que eux n'ont malheureusement pas eu la force. C'est tellement dur déjà de gérer la perte d'un proche cher et puis après se battre à côté. Nous, c'est très dur. Hein. Mais nous, on a décidé de ne pas lâcher. Et là, en fait, on les embête. Et c'est pour ça qu'ils ne souhaitent pas... Ils nous mettent des bâtons dans les roues, clairement. Mais c'est parce qu'ils savent que finalement, ce qu'ils essaient de mettre en place ne fonctionne pas. Donc ça aussi, ça nous rassure et ça nous permet de tenir parce qu'on sait que finalement, ils mentent et qu'il y a des choses qu'ils essaient de nous cacher et que nous, on ira jusqu'au bout, ça prendra le temps qu'il faudra, on mettra notre vie entière, mais on ira jusqu'au bout pour obtenir la vérité. Kelly, vous êtes aussi, il y a votre maman qui vous soutient énormément. Oui. D'ailleurs, on a aussi une vidéo de votre maman, on va regarder la maman de Kelly. Bonjour, je me présente, je suis la maman de la femme d'Alassane, donc sa belle-mère. Quoi vous dire, avec Alassane, on n'avait même pas 11 ans de différence, donc on pouvait parler de tout. Par contre, il y avait une très grande marque de respect entre nous. Alassane, pour lui, il fallait respecter les mamans, c'était très important pour lui. Comme il disait à ma fille, une maman c'est précieux, il faut y faire attention, il faut la protéger, il faut la chouchouter. Alassane me partageait beaucoup quand ils allaient en vacances, des photos, des vidéos de ma fille, de mes petits-enfants, des moments de bonheur qu'ils partageaient dans ces moments-là. Même à la maison, hein, quand les petits dansaient, quand les petites étaient contentes d'avoir une très belle tenue, que leur maman a fait une très belle coiffure, ils m'envoyaient des photos. J'adorais tous ces moments qu'ils me partageaient, que je n'étais pas là. Donc pour moi, c'est comme si j'étais là et que je partageais tous ces moments. Avec Alassane, on faisait souvent des barbecues, on faisait tous les anniversaires, que ce soit du côté de sa famille ou de mon côté. Nous étions toujours ensemble. Les deux familles, on s'entend très très bien. C'était des moments de bonheur, de rigolade. Par contre, il voulait que, quand c'était des fêtes, des anniversaires, tout ça, il voulait que tout soit parfait. Il voulait accueillir sa famille, parce qu'on fait partie de sa famille. Hein. C'est pas deux familles différentes, nous sommes une même et seule famille. Il voulait qu'on soit bien, accueillis, qu'on mange bien, parce qu'il était fier des repas que sa femme faisait, et qu'on partage tous ces moments à discuter ensemble, à rigoler. Ça, c'était très 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 important pour lui, parce que pour lui, sa maman, c'est son Dieu,
sa femme, c'est son oxygène, hein, c'est ce qui l'aidait à respirer et à vivre. Et ses enfants, c'était ce qui fait battre son cœur. Pour lui, c'était ça, son noyau, ce qui faisait vivre, ce qui lui donnait la joie de vivre. Sans ça, Alassane, non, c'était pas Alassane. Il était très sociable. Il parlait à tout le monde. Mais j'ai jamais vu ça. Je sais pas comment il faisait, mais il était apprécié de tout le monde. Si quelqu'un avait besoin d'aide, même qu'il ne connaissait pas, il aidait, il allait. Il était toujours à l'écoute quand quelqu'un avait besoin, ou il était toujours là. Même quand on faisait les barbecues, il y avait les agents de sécurité qui passaient pour voir si tout se passait bien, s'il n'y a pas de souci. En pleine canicule, il disait vous voulez boire quelque chose, et à un moment il tutoyait, il vous voyait pas. Tiens, prends une canette, prends une bouteille d'eau, tiens, je te prépare une assiette pour manger, il faut que tu manges, il fait chaud, tout ça. Non, c'était quelqu'un de très sociable, et pour moi c'était incroyable. J'admirais ce qu'il était. Et c'était Alassane. Je ne saurais pas quoi vous dire de plus, parce que il y a tellement de choses à dire, tellement que je ne sais même pas par où commencer ou par finir. C'était une personne qui était très famille. Ça, c'est le premier point. Et il adorait son travail. Il aimait voir ses collègues. Et, ah oui, une chose très importante aussi qui était lui, c'était son grand cœur et sa grande franchise. S'il avait quelque chose à dire, il allait droit au but. Il disait, et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Que quelqu'un soit franc et qu'on puisse en discuter ou quoi que ce soit. Donc voilà, je ne sais plus trop quoi dire. Voilà, je vous dis au revoir. C'est très touchant ce qu'elle a dit sur Alassane. Hein. Un homme au grand cœur qui était très généreux et qui donnait même aux inconnus. Et pour lui, tout le monde, c'était sa famille. C'était le plus sociable, hein. Il aidait tout le monde. Dans la rue, une personne qui pouvait crever un pneu, il s'arrêtait pour l'aider. Nous, on n'aurait jamais fait ça. Hein. C'était le seul à le faire. Il aidait tout le monde, il parlait avec tout le monde. Même une simple personne comme ça, il vous aurait vu. En plus, il vous aurait tutoyé déjà. Parce que voilà, il était comme ça, très sociable. Et vous l'auriez adoré. Parce que c'était naturel. Il aimait les gens. Quelqu'un de spontané. Oui. Totalement. Comment il était avec vous, Kadiatou? Pour moi, il n'y avait pas deux comme moi. Tellement il m'a aimé tout et respecté. Il était très très proche de vous. Voilà, très oui. Et tous les jours, il m'appelait pour savoir comment j'allais. Et quand il finit le travail, avant d'aller chez lui, il passait des fois, pas tous les jours, parce que lui, eux, ils habitent à Crône, moi à Créteil. Mais il passe au moins une fois par semaine pour me voir à la maison avant d'aller chez lui, pour aller chercher ses enfants à l'école. Toujours il passait vous voir. Tout le temps. Tous les jours, il m'appelle. Matin, midi, soir, au moins 3 fois par jour. Il m'appelle pour savoir si ça va ou... Si vous avez besoin de quelque chose. Voilà, c'est ça. Et si j'ai besoin aussi, j'appelle et il vient. Voilà, c'est lui qui nous faisait tout, pas tout à la maison, dépannait. Il aidait beaucoup? Oui, il m'aidait beaucoup. Voilà. Il était toujours présent. Voilà. C'était le seul homme de la maison. Oui. On est 4 filles. Et lui, c'était le seul garçon. Et on a perdu notre père il y a 7 ans. Donc c'était... Merci. Voilà. Donc c'était le seul homme de la maison. C'était lui notre pilier, après mon père. Donc il avait aussi cette responsabilité et qui menait à bien parce qu'il nous appelait tous. Même moi, je l'avais... Ça inquiétait pour tout le monde, quoi. Tout le monde. Tout le monde. Nos enfants, c'était ses enfants, comme ses enfants, c'est nos enfants. On était vraiment en plus, le décès de mon père, ça nous a encore plus resserrés, ça nous a encore plus soudés. Il était très proche. Voilà, et lui, il a créé ça, et a créé
voilà, il voulait ce lien de famille sacré pour lui. C'est ça. Et même, il a réussi à élargir parce que il y a les sœurs de ma mère, ses enfants, il a appelé tout le monde pour qu'on soit Et aussi la famille de Kelly. Ah oui, elle était... Comme elle a dit, c'est une seule famille. Et ça, c'est Alassane, ça. C'est lui qui était le ciment de toutes les familles et de tout le monde, d'ailleurs, les amis et tout. Voilà. Même après son décès, aujourd'hui, les gens qui sont là, c'est que grâce à lui. Même des gens qui se connaissaient, mais qui se connaissaient comme ça, elles se sont retrouvées pour le décès d'Alassane, elles se disaient, mais c'est grâce à Alassane qu'on sait qu'on se connaît. C'est incroyable ce qu'il a créé. Et en fait, aussi, aujourd'hui, vous êtes là pour rendre hommage à Alassane Sangaré, pour connaître la vérité, mais aussi pour toutes ces familles qui vivent la même chose, qui ont vécu la même chose et qui ne sont pas là, qui ne peuvent pas parler et qui vivent leur souffrance en silence. Et ce qui est important aussi, c'est de parler parce que certains médias vont dire oui, il est en prison. Et les gens vont juger. Bon, bah, c'est un délinquant. Alors que là, en fait, le fait de vous donner la parole, bah, vous expliquez les choses. Et c'est ça qui est important. C'est de pouvoir être là. Vous avez créé cette association, mais cette association, c'est vérité pour toutes les victimes. Donc, je pense qu'Alassane, il est là pour chaque action que vous faites. Alassane, il est là, en fait, c'est le porte-parole de toutes les victimes dans le monde entier. Parce qu'il y a beaucoup d'injustices dans le monde entier. Et il y a beaucoup d'innocents, malheureusement, qui meurent. Donc, c'est important. Et c'est vrai que vous êtes tellement entourés, et on voit grâce à Alassane de ce qu'il a fait. Et malgré qu'il soit de l'autre côté, il est encore vivant à travers ce que vous faites, mais à travers aussi tous vos amis, vos familles, qui se rappellent d'Alassane. Il a laissé des traces, quoi. Ah oui, oui, oui. Et c'est ça qui est important. Je reviens avec vous, Kelly. Il y avait la belle maman, enfin il y avait la maman, et maintenant il y a une amie aussi qui a tenu à... Parlez-nous de cette amie, c'est Thelma, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, en fait, c'est ma meilleure amie depuis le collège. Donc ça fait presque 15 ans qu'on se connaît, même plus. Depuis le collège, oui. Ouais, depuis le collège. Et elle a toujours été là, c'est-à-dire, en fait, le premier jour où Alassane est venu me parler dans la rue, en fait, elle était avec moi. Ah, d'accord. Donc en fait, elle était là vraiment du début à la fin, quoi. C'était vraiment... elle le connaissait très bien. Donc, parce qu'au début, quand on rencontre une personne, « Oh non, je vais avec ma copine, un petit truc comme ça et tout. » Donc, elle était tout le temps là et tout. Donc, en fait, il l'a pris aussi. Pour lui, c'était... c'est comme ma sœur, donc pour lui, c'était la même chose. C'est-à-dire qu'elle-même, elle a un fils, c'était son neveu. En fait, il n'y avait pas de différence, il n'y avait rien, en fait. Donc, c'est Thelma. C'est ça, Et Thelma aussi, elle a voulu témoigner aujourd'hui dans cette émission. Une histoire, un espoir. On regarde Thelma. Salam alaikum. On m'a demandé de faire une vidéo pour parler d'Alassane. C'est vrai que moi, j'ai pas l'habitude de m'exprimer sur ce que je ressens, sur ce que j'ai pu ressentir. Donc c'est un peu compliqué pour moi. Mais faut savoir qu'Alassane, c'était quelqu'un de joyeux, qui souriait tout le temps, qui avait la bonne humeur tout le temps. Jamais il faisait la tête, jamais il se plaignait. Il aidait tout le monde. C'était quelqu'un vraiment de bon vivant. Il aimait vivre, en fait. Il aimait sa famille, il aimait ses amis. C'est ça qui est important. Il aimait vivre. Il aimait vivre. Il aimait sa famille. Et en plus, il se sentait responsable de sa famille en étant le seul homme. Puisqu'il venait tout le temps prendre de vos nouvelles à chacune, les femmes de sa vie. C'est ça, c'est ça. On était vraiment ça, les femmes de sa vie. Après, il y a Kelly aussi qui est arrivée, puis ses enfants. Mais je pense qu'on était tout pour lui, comme il était tout pour nous. Là, aujourd'hui, ils nous ont vraiment brisés. Mais malgré tout, on se doit, on va se battre jusqu'au bout. Parce que c'est pas normal que ces choses arrivent, c'est pas normal que ça lui soit arrivé. Et c'est pas normal qu'on soit dans un pays où aujourd'hui le réseau marche plus que l'innocence finalement, que les faits. Et c'est ça en fait finalement qui est arrivé dans son cas, ce qui est terrible. Et on veut dénoncer parce que ce qui lui est arrivé peut arriver à n'importe qui. En fait, si on n'a pas de réseau, on est un citoyen lambda
et puis notre vie peut basculer pour n'importe quoi, pour n'importe quel motif, et c'est pas normal. Et après ça, on se rend compte que la justice qui devrait être pour tous, elle ne l'est pas finalement. Elle est pour ceux pour qui elle a envie de défendre. Et là, on pense qu'elle veut défendre des personnes qui ont commis des choses, un acte horrible et grave. Et c'est pas normal aussi. Donc c'est pour ça qu'on se bat et on veut dénoncer. Parce qu'Alassane, c'était quelqu'un de bon, qui aimait vivre. On lui a ôté la vie et ces personnes doivent répondre de leur acte. Djenaba, donc là, vous êtes sur RTV, dans l'émission Une histoire, un espoir. Regardez, quel est le message que vous voulez passer? Dites-nous pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes présents pour rendre hommage à Alassane, pour montrer que ce qu'on veut nous faire croire est faux, parce qu'Alassane, c'était un bon vivant, quelqu'un qui aimait la vie et qui aimait sa famille. Aujourd'hui, nous nous battons pour réclamer la vérité sur les circonstances de son décès. Nous souhaitons qu'un juge d'instruction soit nommé, qu'une enquête soit ouverte pour connaître les circonstances de son décès. Nous allons nous battre jusqu'au bout. Nous avons également ouvert une association qui s'appelle Association Alassane, où nous voulons mettre en place des actions de prévention, de sensibilisation auprès des gens pour qu'ils puissent connaître leurs droits, puisque malheureusement nous nous rendons compte que les gens ne savent pas suffisamment que nous avons des droits et il faut les appliquer jusqu'au bout. Donc nous lançons aussi un appel aux élus, aux institutions, aux personnes qui pourraient nous aider à mettre et à avancer dans notre cause. Donc mobilisons-nous, aidez-nous à nous mobiliser. Nous sommes aussi disponibles sur nos réseaux sociaux pour Alassane Sangaré, avec aussi également une pétition, toujours pour Alassane Sangaré, qui a besoin d'être signée par vous pour qu'on puisse encore et toujours faire connaître notre histoire. Oui, Djenaba. Kadiatou, un mot. Si vous deviez dire justement, je sais que ça fait mal, mais si vous deviez dire un mot à Alassane, ce serait lequel? C'est un bon fils et qu'on aimait beaucoup. Et lui aussi, il nous a aimés. On va jamais l'oublier. Et ce qui... Attendez, j'ai du mal à m'expliquer. Ce qui lui est arrivé, ces personnes, voilà, on va se battre pour que ces personnes soient punies. Parce qu'il faut qu'elles soient punies à la hauteur de la peine et de la tristesse qu'ils nous ont infligées. Aujourd'hui, il y a une mère qui a perdu son seul fils. C'est dans des conditions horribles et c'est pas normal. Et en plus, après, on veut nous cacher la vérité. Je pense que ces gens-là ne se rendent même pas compte qu'une peine à une mère est pire que ce qu'ils auraient pu faire. Et qu'ils vont payer toute leur vie le drame et la tristesse qu'ils nous ont infligés. Ça, c'est une promesse qu'on leur donne. Et c'est une promesse que je tiens personnellement à leur donner. Ils vont payer ce qu'ils ont fait, ce qu'ils nous ont fait et ce qu'ils ont fait à Alassane. Djenaba, il y a une pétition en ligne, on l'a dit tout à l'heure, donc on est à 500. Il faut atteindre 1000, je crois. Oui, le prochain palier, c'est 1000 et après, il y aura encore un prochain palier. Donc, il faut que cette pétition tourne auprès de toutes les personnes pour qu'on puisse faire entendre notre voix. Donc, dans cette pétition, nous expliquons les faits, puisque c'est vrai que parfois, certaines personnes ne savent pas réellement ce qui s'est passé. Donc, on explique les faits. Elle est traduite aussi en plusieurs langues, en anglais, en espagnol et en portugais. Et voilà, il faut la faire tourner pas qu'au niveau national, mais aussi au niveau international. Il faut que les gens sachent que la France, c'est pas que les pays des droits de l'homme, c'est aussi les pays où on bafoue nos droits. Il faut que le monde entier sache ce qui se passe. Donc toujours dans cette pétition, donc pétition pour Alassane Sangaré, elle se trouve sur vos réseaux, hein? Oui, c'est ça. La pétition se trouve sur nos réseaux pour Alassane Sangaré. Il y a un site qui a été mis en place ou c'est que sur les réseaux? Pour l'instant, nous sommes présents que sur les réseaux, Instagram, Facebook, TikTok. Et c'est toujours le même nom pour Alassane Sangaré. D'accord. Donc toujours en contact avec votre avocat dans cette histoire, donc pour s'il y a du nouveau. Oui. De toute façon, on tiendra toujours informé, on met toujours à jour nos réseaux sociaux pour tenir les gens informés parce qu'on a beaucoup de soutien et on leur doit de leur donner à chaque fois des nouvelles informations, ce qu'on fait. Mais là, aujourd'hui, au niveau judiciaire, malheureusement, rien ne se fait. Pour l'instant, on est toujours au point mort, mais on y croit, on n'abandonne pas. On sait que la justice française est lente, mais de toute façon, c'est le combat de notre vie. Hein. On l'a perdu et
on lâche pas de toute manière. Il y a d'autres médias qui vous ont contacté pour avoir une explication, faire un article sur Alassane? Oui, on a eu au tout début Politis qui nous a suivis. C'est le premier média qui a fait un article sur l'histoire. Et là, depuis, petit à petit, ça reste encore timide, mais on a des médias qui commencent à nous suivre et qui mettent un petit peu en lumière notre histoire. Et on espère qu'il y en aura d'autres encore et encore qui s'intéresseront à cette histoire, parce que c'est une histoire dramatique, mais incompréhensible. Et il faut que les gens sachent ce qui se passe. Il y a c'est pas on ne veut pas que ça reste un simple fait divers qui tombe dans l'oubli. Parce que Alassane, ce n'était pas un fait divers, ce n'était pas juste un numéro d'écrou, c'est une personne entière qui avait une famille derrière. Et donc, du coup, il faut que les gens sachent qui il était et qui nous sommes. Et ça passe par aussi les médias. Donc on lance un appel, il faut que les médias s'intéressent à ce genre d'histoire. C'est pas normal que ça arrive. On n'est pas les seuls à vivre ce genre de choses. Il y a beaucoup de familles qui sont derrière nous aussi. On vous a contacté, des familles vous ont contacté justement suite au décès de votre frère, et qui vous ont témoigné aussi une histoire similaire? Complètement, on en a énormément de familles qui ont vécu la même chose que nous, et elles nous disent ne lâchez pas. Eux n'ont pas eu la force de se combattre parce qu'ils n'avaient peut-être pas le soutien qu'on a aujourd'hui, mais ils nous disent ne lâchez pas. Donc maintenant, on n'a pas le choix, c'est notre devoir de ne pas lâcher, parce qu'on doit aussi rétablir la vérité pour ces gens-là. Parce que c'est terrible d'endeuiller des gens, des familles entières, et que la justice, elle n'est pas là pour eux, et que ça soit à nous de se battre, et on le fait, on ne lâche pas. C'est un sentiment d'injustice, d'impuissance. Complètement, c'est vraiment... C'est ce qui est difficile. Oui. Et puis c'est surtout de se dire que c'était un homme bien, qui aimait tout le monde. Et le fait que ça lui arrive ça à lui, l'homme bien, ouvert, qui va vers tout le monde, c'est dur, c'est difficile aussi à comprendre. C'est ça, c'est difficile, mais on accepte aussi son destin. Parce que quand on est croyant, on est obligé de se dire que c'est la destinée. Ce qui nous révolte, c'est les circonstances. Et ce qu'on essaie de nous faire croire, le suicide. Parce qu'on est croyant, ces gens-là se jouent aussi de notre croyance pour se dire « Ah, bon, on va leur donner cette raison-là, ils vont l'enterrer, ils vont pas faire de vagues. » C'est ce qu'ils souhaitent, en fait. C'est qu'on reste, nous, qu'on soit honteux. Mais nous n'avons pas honte parce qu'on connaissait Alassane. Et on sait que c'est pas un suicide et qu'on va se battre jusqu'au bout pour rétablir la vérité. C'est ça qui est terrible, c'est qu'ils jouent sur... Ils endeuillent les familles, mais voilà, sur les croyances, bien sûr, parce que ça arrive, les familles, c'est des familles musulmanes aussi, à qui on leur dit toujours la même chose, et c'est des gens, après, qui se tombent dans la compréhension, et ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un sentiment de honte. Pour pas le dire, pour pas se battre, ah non, ton enfant, il s'est suicidé. Exactement. Et nous, ce sentiment de honte, on ne l'a pas eu, parce qu'au contraire, on s'est dit, mais non, ils ne vont pas nous faire croire qu'il s'est suicidé, et du coup, on va rétablir la vérité. Parce que non, on ne peut pas salir sa mémoire comme ça et mettre sur le dos de sa mort un suicide. Et de toute façon, aujourd'hui, on est convaincu à 100% qu'il ne s'est pas suicidé. Kelly, c'est bientôt la fin de l'émission, ça passe tellement vite. Si vous deviez dire quelque chose à Alassane, ce serait quel mot? Tellement. Mais... Ce qui vous vient du cœur, là, spontanément? Non, c'est parce que je devrais dire, s'il serait en face de moi, je sais pas. C'est tellement, il y a tellement d'émotions, en fait, tout est mélangé. Il y a la colère, il y a la tristesse, et puis c'est mon premier amour. C'est-à-dire que je me suis mariée, et je me suis mis avec lui, j'avais quand même 17 ans, donc c'était celui-là avec qui je me suis mariée, avec qui j'ai mes les enfants. Donc c'est quelqu'un que je vais jamais oublier. Et que, voilà, ce sera lui jusqu'à la fin, dans tous les cas, ça c'est pas un souci. Mais il y a de la colère déjà par rapport à tout ce qui s'est passé. Des fois, je lui en veux de m'avoir abandonnée avec les enfants, alors que je sais que c'est pas lui, mais... Voilà, on essaye de se réconforter. C'est normal, ce sont toutes les émotions du deuil qui montent. Voilà, il faut accepter de les regarder en face, mais surtout de les transcender. Parce que la colère, en fait, c'est surtout l'abandon. Il ne vous a pas abandonné, mais c'est le sentiment premier qui vient. Pourquoi il y a cet abandon? Et c'est important, justement, pourquoi je vous pose la question, c'est laisser sortir ce qui doit sortir. C'est brutal parce que c'était quelqu'un, je savais très bien qu'il n'allait jamais nous laisser. Donc, en fait, du jour au lendemain qu'il ne soit plus là, en fait, c'est un choc, mais bien sûr. Brutal. On te coupe les jambes. Il n'y a pas d'autre mot. Ça vient et
ça prévient pas du tout. Un dernier mot, chacune, hein, un dernier mot à ceux qui nous regardent. Ben, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir regardés, de nous avoir écoutés. J'espère que vous pourrez aller regarder la page et que vous pourrez nous apporter votre soutien. C'est surtout ça qu'il nous faut dans ces moments-là, c'est le soutien de beaucoup de monde. Parce que c'est vrai qu'avec la justice, s'il n'y a pas du monde derrière, on ne peut pas faire grand-chose. Merci, Djenaba. Ben, merci à tous encore pour le soutien, parce qu'on en a énormément, même des personnes qui prennent parfois des risques pour nous témoigner leur soutien, donc on les remercie où qu'ils soient. On pense fort à eux, à tout le monde. Et puis, Alassane, on t'oubliera jamais. On t'aime, on t'a toujours aimé et on t'aimera toujours. Et puis surtout, on prie pour son repos. Kadiatou, un dernier mot à ceux qui nous regardent et qui ont regardé l'émission. Oui, merci à tout le monde aussi, à ceux qui vont nous regarder aussi. Et à vous, merci à vous beaucoup de nous avoir invités. Et on demande d'aide toujours, des gens qui, pour nous aider toujours, pour arriver à avoir la vérité. Ouais. Voilà, un jour, on ne sait pas quand, mais un jour, voilà, c'est ça. Et pour ces mois bénis aussi, si des gens qui peuvent nous faire des doigts aussi, ça aide aussi. Des prières pour Alassane, voilà. Pour le repos de son âme, voilà. Et que Dieu l'élève, justement, parmi les belles âmes, les belles personnes. Merci en tout cas, merci Kadiatou, parce que je sais que vous avez les larmes aux yeux et que c'est pas facile. Vous êtes venu ici témoigner donc sur RTV dans l'émission Une histoire, un espoir. Merci Djenaba, merci Kelly, merci. À tous ceux qui ont témoigné, à votre fils, à votre mère et à votre ami. Et on vous souhaite beaucoup de courage, mais je sais que vous en avez. Merci. Merci à toutes les trois. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis sur RTV dans l'émission Une histoire.